Charles Thibault, bonjour. Bienvenue donc dans cette bibliothèque patrimoniale de l'école militaire. Alors, vous êtes normalien, diplômé de Sciences Po Rennes et de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, sur les enjeux géopolitiques et stratégiques des technologies émergentes et donc plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Et vous enseignez à l'Université Paris 7 Diderot et à l'IRIS Sup. Et puis, vous avez été également rédacteur en chef de la matinale de France Culture. Alors, Charles Thibault, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien sur les enjeux géopolitiques et stratégiques de l'intelligence artificielle, pour ensemble aller plus loin, avec peut-être comme point de référence un récent article de réflexion stratégique mis en ligne sur Géostratégia dans le cadre d'un partenariat entre l'IRIS et le CSFRS. De l'intelligence artificielle en Amérique, les GAFAM mènent la danse stratégique. Alors, cette intelligence artificielle, c'est peut-être finalement le nouvel archétype de la technologie qui fascine et qui inquiète à la fois. Alors, on pense à des déclarations comme celle de Vladimir Poutine, celui qui deviendra leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, sera le maître du monde. On constate également les montants investis par la Chine, par les USA. On sait que Pékin ambitionne un leadership en matière d'intelligence artificielle et à l'horizon de quelques années. Alors peut-être, avant d'aborder ces aspects, ces dimensions géopolitiques, peut-être pourrions-nous bien définir ce qu'est l'intelligence artificielle, d'où elle vient, ce qui emporte le développement technique, et peut-être en distinguant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Oui. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un terme très compliqué à définir. Je crois que d'ailleurs, c'est vraiment pas du tout un terme qui fait consensus au sein du champ scientifique, que ce soit en informatique ou même dans les sciences humaines et sociales. Je crois qu'en première approximation, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un répertoire de techniques qui vise à permettre à une machine d'accomplir des tâches qui sont habituellement dévolues à des animaux ou à des êtres humains. Et pour le dire de façon un peu différente, c'est un ensemble de techniques dont le but est d'offrir une forme d'autonomie et une forme de pouvoir de prédiction à une machine, soit pour créer des systèmes d'interaction homme-machine comme on en trouve de plus en plus dans le domaine de la médecine, notamment pour regarder des images de tumeurs cancéreuses, pour détecter des tumeurs cancéreuses, des métastases qui se déplaceraient dans le corps, ou bien pour créer des systèmes autonomes, comme les voitures autonomes ou les robots tueurs. Voilà comment on peut définir l'intelligence artificielle assez rapidement. Alors d'où vient-elle? En fait, elle vient directement d'un autre mouvement scientifique qui s'appelle la cybernétique, qui est né dans les années 40 aux États-Unis. Et alors la cybernétique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un mouvement scientifique qui a réuni des scientifiques venus de divers horizons, des physiologistes, des logiciens, des mathématiciens, des physiciens, qui avaient pour but principal d'établir une science du fonctionnement général de l'esprit humain et aussi de reproduire l'esprit humain dans une machine. Et donc vous voyez que le lien en fait, entre la cybernétique des années 40 et l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans leurs aspirations, sont très analogues, très similaires même. Ensuite, il faut savoir que l'intelligence artificielle, en tant que champ de recherche à part entière et même en tant que terme, a été inventée par un cybernéticien, John McCarthy, qui est un Américain et qui a inventé ce terme en 1955 et en a fait un champ de recherche en 1956. Donc voilà comment on peut définir l'intelligence artificielle, dire d'où elle vient, et en ce qui concerne la différence entre intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte, disons simplement que l'intelligence artificielle faible, celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est simplement un certain nombre de techniques qui reposent donc sur des algorithmes, des réseaux de plus en plus sur des réseaux de neurones artificiels dans ce qu'on appelle le deep learning, qui manient des outils mathématiques, surtout des statistiques et des probabilités, et qui permettent de reproduire ou de donner l'illusion d'une forme de reproduction de la réflexivité humaine. Alors que l'IA forte, en fait, serait véritablement la reconstitution typique de l'intelligence humaine dans toute sa complexité. Et cela, pour l'instant, ça n'existe pas. Existe simplement cette IA faible qui est en fait une sorte voilà, de succession d'archétypes, d'artefacts mathématiques.
Alors, pour poursuivre, hein, vous en avez déjà, et vous avez déjà évoqué quelques applications et conséquences civiles de l'intelligence artificielle. Hein, et donc, évidemment, l'intelligence artificielle, elle peut, j'allais dire, s'appliquer à des usages civils qui existent déjà, les optimiser, les reformuler, mais également peut-être être à l'origine d'applications inédites. Et je dirais, au-delà d'activité, est-ce qu'on doit également envisager les conséquences de l'intelligence artificielle en termes d'organisation du travail et même encore au-delà de conséquences économiques, techniques? Est-ce que ce sont de profondes transformations sociales et culturelles que l'intelligence artificielle peut porter? Oui, sans doute. Hein. On pense effectivement que l'intelligence artificielle va mener à terme peut-être, ou en tout cas radicaliser le processus d'automatisation et de robotisation du travail. Il y a certains chercheurs d'Oxford, la Banque mondiale, qui estiment que d'ici les années 2040-2050, 47% des emplois aux États-Unis devraient être automatisés, 66% en Inde, 77% en Chine, et si on prend l'exemple extrême, c'est l'Éthiopie, 85%. Et en fait, on se rend compte que dans les pays en développement, c'est environ 2/3 des emplois qui devraient être automatisés. Sachant que, et c'est là la particularité de l'intelligence artificielle, de cette rupture technologique, peut-être de cette révolution industrielle, on ne sait pas encore, c'est que sans doute, la plupart, voire la quasi-totalité de ces emplois ne seront pas renouvelés ou ne seront pas transformés et retrouvés dans d'autres secteurs. Ce qui fait qu'on va se retrouver effectivement peut-être avec une grande partie de la population mondiale qui se retrouvera sans emploi. Et on ne sait pas encore quel avenir sera celui de ces personnes. Est-ce qu'ils continueront de jouir de droits civils, politiques normaux, sachant que voilà, dans nos sociétés, dans d'autres sociétés, souvent les droits politiques, sociaux sont ajustés au fait de travailler. Voilà, ça c'est une véritable question. Ensuite, les études prospectives tendent à nous faire penser qu'on se dirige vers une concentration du pouvoir économique et du capital économique entre les mains de l'industrie de l'intelligence artificielle ou de l'industrie qui utilise les outils de l'intelligence artificielle. Et cela, ça risque de poser plusieurs problèmes. Ne serait-ce qu'en concentrant le capital entre les mains de certaines personnes, on concentre le pouvoir économique. Et cela, de pair, ça a toujours existé dans n'importe quelle société et dans l'histoire, avec un accroissement de la corruption et un accroissement des inégalités. Et si vous avez un accroissement de la corruption et des inégalités, vous allez au-devant de conflits sociaux majeurs. Les personnes, en fait, voilà, seront sans emploi, on l'a déjà dit. Ils n'auront aucun moyen de peser sur les activités politiques puisqu'ils n'auront aucun poids économique. Et peut-être que l'on se dirige effectivement vers une situation assez désastreuse en matière sociale et économique. Et puis, si on peut tenter ce parallèle, il est possible aussi qu'une grande partie de l'humanité se retrouve, si l'intelligence artificielle continue de prendre autant de place dans la sphère économique et sociale, que cette humanité se retrouve comme les chevaux après la première révolution industrielle, voire surtout la seconde révolution industrielle. C'est-à-dire comme des personnes qui ne peuvent pas s'adapter, qui ne peuvent pas se rendre conformes aux nouvelles conditions économiques parce que voilà, ils ne sont pas capables d'être aussi performants, aussi productifs que des machines. Et on sait que ce qui est arrivé aux chevaux, qui étaient par nature incapables de s'adapter à ces nouvelles conditions économiques, eh bien, aux États-Unis, par exemple, en 1900, ils étaient 21 millions, surtout affectés à des tâches agricoles, et en 1960, ils n'étaient plus que 3 millions. Donc peut-être qu'on se dirige aussi vers une catastrophe de ce genre. Bon, je ne voudrais pas être trop pessimiste. Alors peut-être pour illustrer donc, ces conséquences de façon très pratique, quelles seraient l'application ou les applications clés qui, en se développant justement, peuvent porter ce genre de conséquences? Alors c'est surtout dans l'industrie, hein. Ce sont les robots industriels qui vont remplacer les êtres humains. C'est ça la principale question à mon avis. Ce qui fait qu'en fait, les industriels, les chefs d'entreprise qui détiendront ce capital physique, matériel, eh bien, n'auront plus besoin de capital humain, de capital travail. Ce qui fait que finalement, le poids de l'humain dans le rapport de force économique en fait, sera trop faible. Et ils n'auront plus aucun pouvoir de décision, pouvoir de négociation vis-à-vis des chefs d'entreprise et de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Donc
Voilà. Donc ça passe par les robots industriels, ça passe aussi par... Alors, robot industriel, là, on est dans j'allais dire, dans la production de biens, hein, mais par exemple dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est marketing ciblé, hein, que permet justement l'exploitation des données, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter de plus que ce qu'on connaît aujourd'hui sur Internet, par exemple, via les grandes plateformes américaines, voire chinoises? L'intelligence artificielle existe déjà en fait sur ces plateformes. Alors en fait, elle existe déjà. Oui, oui, voilà, elles sont utilisées effectivement pour cibler les publics, surtout à des fins publicitaires, parce que voilà, vous avez des annonceurs qui se servent des données collectées par Facebook, par Google. Ce que vous nous expliquiez, c'est en fait la conséquence de l'utilisation d'une intelligence de plus en plus sophistiquée. Oui, en effet, si on va au bout de ce processus, ça peut amener à des conséquences comme celles que j'ai D'accord. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on abordera vraiment les questions géopolitiques ou stratégiques, hein. Peut-être alors un petit détour encore sur les applications et leurs conséquences. Alors, en termes militaires, hein, alors on sait qu'aujourd'hui, donc il y a en effet des applications militaires de l'intelligence artificielle. Elles sont plutôt centrées sur le traitement de l'information, mais finalement la problématique clé, hein, que vous évoquiez dans le domaine civil, c'est l'automatisation et donc la place de l'homme dans la boucle de décision, avec des enjeux opérationnels, des enjeux juridiques, des enjeux éthiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire également où nous en sommes aujourd'hui et qu'est-ce qui se profile à court, moyen terme en termes donc d'application et de conséquences militaires, et si je pouvais dire, est-ce que non seulement le soldat de base pourrait être supplanté par le robot, mais peut-être même le chef militaire? Oui, oui, c'est une vraie question. Il y a un véritable intérêt de la part des structures militaires de développer ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes, les SALA. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aurait d'une part la possibilité pour ceux qui déploient de telles armes de diminuer le nombre de morts dans leur camp, d'une part, ensuite de réduire le coût de la guerre, puisque vous n'aurez plus de salaire à verser, vous n'aurez plus d'aliments, de nourriture à fournir aux unités au sol, ou à n'importe quel soldat, vous n'aurez plus de soins à leur prodiguer, et puis surtout en termes d'efficacité. Parce qu'on estime que l'intelligence artificielle, ces robots autonomes, seraient plus précis, seraient aussi capables d'une meilleure réactivité, ne tergiverseraient pas, n'hésiteraient pas finalement face à une situation un peu complexe, puisque les calculs seraient faits très rapidement, de sorte que la décision serait prise presque immédiatement. Et puis, il y a d'autres arguments qui entrent en ligne de compte, qu'il faut entendre, hein. C'est par exemple, on pourrait peut-être éviter les exactions avec ces robots tueurs, c'est-à-dire... C'est peut-être le côté positif, c'est-à-dire que les êtres humains sont des êtres humains, ils sont nourris par des passions qui sont parfois des passions tristes, comme dirait Spinoza, et ces passions, ça peut conduire à des crimes sadiques, des viols, des pillages, etc., etc. Donc la machine ne connaissant aucune émotion, peut-être permettrait d'éviter ces dérives. De l'autre côté, il y a effectivement des problèmes éthiques qui se posent à l'utilisation de ces armes autonomes. On peut se demander si on peut laisser à une machine la décision finale d'engager le feu. Et certains, notamment des organisations internationales comme l'UNESCO, comme la Croix-Rouge, comme Amnesty International, estiment que ce n'est sans doute pas une très bonne chose, notamment parce que ça pourrait être contre-productif. Vous savez, vous connaissez cette formule chez les militaires, il faut conquérir les cœurs et les esprits des populations civiles. Or, c'est très compliqué de nouer des liens solides avec des populations quand vous n'êtes pas un être humain. Je veux dire, le lien empathique se noue beaucoup moins bien. Ensuite, il est tout à fait probable que le fait d'engager des robots tueurs conduira à moins de morts dans le camp de celui qui engage ses robots, ça va faciliter l'entrée en guerre. Donc l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, serait belligène. Ça pose problème. Et puis, il y a de vraies questions juridiques qui se posent. De vraies questions juridiques parce qu'en fait, le déploiement de robots tueurs, ça contreviendrait sans doute à 3 principes fondamentaux du droit international humanitaire, que sont le principe de discrimination, de proportionnalité et de responsabilité.
de discrimination parce qu'on estime qu'aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas assez évolués, ne sont pas assez bons pour faire la différence, par exemple, entre un groupe de grévistes en colère et une bande armée terroriste, ou un enfant soldat et un gamin en train de jouer avec un pistolet à billes, par exemple. Bon, c'est le premier point. Le principe de proportionnalité aussi, parce que le système d'armes létales autonome n'est peut-être pas capable de comprendre toutes les conséquences de son acte. Il va peut-être engager le feu beaucoup trop fort par rapport à la cible visée, et puis il ne va pas prendre en compte les effets dévastateurs, matériels, psychologiques, que vont entraîner ces actes. Et puis il y a le principe de responsabilité qui effectivement risque d'être un frein, parce que si ce robot tueur commet des dérives, qui est responsable juridiquement? Qui est responsable? Est-ce l'opérateur, mais qui est assez éloigné puisqu'il n'est pas dans la boucle de décision? Est-ce son chef? Est-ce le programmateur informatique? Est-ce le fabricant? Voire est-ce l'homme politique qui a accepté la mise en circulation de ces robots tueurs? Le problème, c'est qu'il semble que c'est un petit peu tout le monde à la fois. Mais ça veut dire aussi que ce n'est à peu près personne. Bien, oui, je vous remercie de tous ces développements parce qu'en effet, ça nous amène finalement à aborder la scène géopolitique et les acteurs qui s'y manifestent, leur jeu. Et on l'a déjà plus ou moins, vous l'avez déjà plus ou moins abordé, mais donc on sait que donc l'IA finalement, ça prolonge finalement, ça amplifie les possibilités liées au cyberespace. Et je voudrais citer un article paru fin 2018 dans la revue Politique étrangère de Nicolas Mial, qui est le président du think tank américain The Future Society. Et il s'interrogeait alors sur le retour d'empires, des empires numériques, qui associeraient les multinationales plus ou moins soutenues par leurs États incubateurs. Cédric Villani, qu'on connaît bien en France, parle lui de possible cybercolonisation en Afrique. D'autres analystes évoquent alors le risque d'un panoptique numérique étatisé, voire même privatisé, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, une architecture qui tiendrait sous contrôle et surveillance les populations. Alors on sait que la Chine a mis en place un système de crédit social. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces différentes approches ? Que pouvez-vous nous dire globalement du jeu des acteurs sur la scène géopolitique en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que tous ces acteurs ont bien identifié à la fois l'acuité des enjeux de souveraineté, les enjeux stratégiques, économiques, militaires qui sont associés au développement de l'intelligence artificielle? Et puis je dirais, alors ça c'est les acteurs étatiques, mais il y a aussi des acteurs privés et peut-être des acteurs criminels qui sont déjà présents et actifs sur le cyberespace et dont les capacités de nuisance pourraient être finalement décuplées en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Ce qu'on peut dire, pour essayer de dresser un tableau un peu général de la situation, c'est que vous avez peu ou prou deux acteurs majeurs dans le champ de l'intelligence artificielle au niveau étatique. Ce sont les Chinois, enfin c'est la Chine et les États-Unis. Le reste des pays ne font vraiment pas le poids. Je veux dire, que ce soit l'Europe, le Canada, le Japon, aucun de ces pays n'est capable aujourd'hui de rivaliser avec, de ces pays ou de ces organisations internationales, n'est capable de rivaliser avec les États-Unis ou avec la Chine. Est-ce que ces pays ont pris la mesure des enjeux de souveraineté, etc. Oui, je pense que tous les pays sont à peu près, comprennent tous à peu près les enjeux qui sont soulevés par l'intelligence artificielle. En revanche, il semble que tous n'ont pas la volonté d'y répondre. Je veux dire par là que quand vous regardez la stratégie qui est en train d'être mise en place par les États-Unis et celle qui est mise en place par la Chine, c'est deux stratégies tout à fait différentes. Vous voyez qu'en Chine, effectivement, la souveraineté nationale est extrêmement importante, mais au sens où la nation est représentée par l'État, et l'État met en place les conditions nécessaires pour faire respecter sa souveraineté. En revanche, aux États-Unis, vous avez quelque chose d'assez différent où l'État n'est peut-être plus aussi puissant qu'il l'était par le passé et finalement, il est en train de laisser la place petit à petit ou de déléguer un petit peu ses prérogatives régaliennes dans le domaine de l'intelligence artificielle en particulier à des entités économiques que sont les GAFAM, donc les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et tous les autres. Hein.
Et ça, vous nous expliquez d'ailleurs dans l'article qu'on a mis en ligne sur Géostratégia que c'était une sorte de paradoxe. C'est un retournement de concept, une sorte d'art martial pratiqué par la Chine qui utilise finalement cette notion d'état stratège et dirigiste qui a permis la croissance des pays occidentaux. Et que les pays occidentaux ont abandonné au tournant des années 70-80, le tournant néolibéral, et que finalement la Chine réutilise à son profit, au profit de ses intérêts. Oui, la Chine est en train de mettre en place une administration technicienne qui est assez redoutable dans son efficacité, hein, autant qu'on puisse en juger, alors qu'effectivement c'était un petit peu la force des États-Unis et avant des Européens dans les décennies passées. Par exemple, il faut bien voir que l'intelligence artificielle a véritablement pris son élan aux États-Unis dans les années 60 sous l'impulsion de l'ARPA, donc l'ancêtre de la DARPA. Dès 62, vous avez plusieurs millions de dollars qui sont dépensés par l'ARPA pour financer la recherche fondamentale et appliquée en intelligence artificielle au MIT, à Stanford, à la Carnegie Mellon University, et ce jusque dans les années 70. Puis après, ça décroît parce que les espoirs soulevés par l'intelligence artificielle sont déçus et on change effectivement de paradigme, comme vous l'avez dit, avec ce tournant néolibéral. En Chine, ce que vous avez, c'est, je crois que Xi Jinping a très bien défini finalement la stratégie chinoise en parlant de stratégie d'intégration civilo-militaire. Alors il en parle depuis 2012-2013, ça n'avait pas encore de rapport avec l'intelligence artificielle, mais il l'a appliqué à ce nouveau champ stratégique. Et en fait, j'avance ce concept-là, on peut parler véritablement de complexe, c'est un peu pédant comme terme, mais de techno-partidaire, vraiment dans le sens où c'est le Parti communiste en Chine qui a la mainmise sur les grandes orientations stratégiques de l'État, des entreprises et des universités. Et le Parti communiste fait en sorte que les universités, que les entreprises, donc Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi, etc., eh bien, développent des technologies, innovent, à la fois dans le sens de leurs intérêts propres, commerciaux, civils, mais aussi et peut-être surtout dans le sens des intérêts militaires, et notamment de l'armée populaire de libération. Et bon, évidemment, cela fonctionne aussi parce que les cadres dirigeants de ces entreprises et de ces universités, il ne faut pas oublier le poids des universités chinoises en IA, eh bien, sont des membres haut placés du Parti communiste chinois. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait différent, effectivement. Oui, alors, peut-être avant d'aborder le cas de la France et de l'Europe, peut-être revenir sur les acteurs privés. Alors, est-ce que vous sentez que des acteurs privés, notamment des acteurs privés malveillants, pourraient utiliser des techniques d'intelligence artificielle au profit justement d'actions malveillantes, d'actions criminelles? Oui, sans aucun doute. Et c'est peut-être déjà le cas. C'est alors, en termes cyber, oui, hein, on sait qu'il y a déjà des virus auxquels on a intégré des composantes d'intelligence artificielle pour essayer de pouvoir s'adapter au système de défense qu'ils vont essayer de contourner et d'attaquer. Donc ça existe déjà dans le domaine cyber. Après, on s'attend aussi à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée notamment pour des drones d'attaque par les terroristes, par exemple. Ça, on s'y attend petit à petit parce que les groupes terroristes utilisent déjà des drones, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, ça existe déjà. Et comme il y a de fortes chances pour que la commercialisation des systèmes d'intelligence artificielle, des drones autonomes pour le dire autrement, eh bien, s'accélère, il n'y a aucune raison pour que des groupes terroristes s'en emparent et puissent les utiliser à d'autres fins. Ça paraît tout à fait possible. Alors on aurait quel scénario par exemple en utilisant des meutes ou des constellations de drones? Oui, des essaims de drones, ça c'est tout à fait possible. Et différentes armées commencent à se préparer à cette éventualité, notamment le Pentagone qui essaie de trouver des systèmes de défense avec des systèmes de laser, etc. Parce qu'il prévoit justement qu'à l'avenir, il y aura sans doute des essaims de drones autonomes qui seront envoyés, projetés vers des bâtiments publics ou vers des personnalités pour les attaquer. Et l'intérêt de ces drones, que ce soit d'ailleurs sur des bâtiments civils ou des bâtiments militaires, c'est qu'ils sont capables de saturer les systèmes de défense classiques.
Ils sont capables de saturer les systèmes de défense classiques, et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis en développent, les Chinois en développent, et que des groupes terroristes pourraient le faire, parce que vous pouvez acheter aujourd'hui un drone à la FNAC à 30 €, ça coûte pas cher, et vous pouvez, si vous êtes un bon informaticien, commencer à y introduire un peu d'intelligence artificielle. Ça reste possible et à faible coût. Alors, je vous propose donc pour clore cet entretien de resserrer la focale sur la France et sur l'Europe face au défi donc de l'intelligence artificielle. Alors, on sait que il y a une année environ, Cédric Villani a rendu un rapport commandé par le Premier ministre sur l'intelligence artificielle et sur la stratégie à mettre en œuvre en France, voire même en Europe. Alors, est-ce que ce rapport vous paraît une bonne amorce pour une réponse collective à la hauteur des enjeux et des défis pour notre pays? Est-ce que le risque de fuite des cerveaux, voire même le risque que la France et l'Europe deviennent une sorte de colonie numérique, est-ce que ces deux risques s'éloignent avec j'allais dire, les orientations que ce rapport préconise? Et puis, alors, je dirais plus largement, est-ce que le scénario d'une intelligence artificielle heureuse, d'un modèle où finalement état de droit, une stratégie politico-économique de long terme, une implication croissante de l'ensemble des citoyens serait conjugué grâce à l'apport de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce scénario vous paraît envisageable et à quelles conditions? Comment rendre l'intelligence artificielle positive, bénéfique et à quelles conditions? Bon, alors peut-être plusieurs questions, en tout cas deux plans. Alors sur le cas français européen, je pense que malgré toutes les annonces qu'il y a eu, même en termes d'investissement, de lignes budgétaires qui sont prévues aujourd'hui pour le développement de l'intelligence artificielle, l'Europe et la France ne sont vraiment pas à la hauteur. Je veux dire, si on regarde le plan français, il est censé être financé à hauteur d'1,5 milliard d'euros sur 4 ans. Si on regarde le budget américain, il est de 4 milliards de dollars par an, selon mes estimations. Je pense que c'est celles qui sont à peu près les plus proches de la réalité. Et concernant les Chinois, ils ont annoncé un plan de développement en intelligence artificielle financé à hauteur de 20 milliards de dollars par an, qui, selon le Pentagone même, devrait atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2020, donc l'année prochaine. Clairement, nous ne sommes pas à la hauteur, et pourtant les Français ont le plan le plus ambitieux, d'une certaine manière, de toute l'Europe. L'Union européenne elle-même donc, a proposé à estimer, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de proposition, estimer qu'il y aurait 20 milliards d'euros dépensés d'ici 5 ans, je crois, enfin, pour la prochaine législation. Mais qui conjugue en fait les investissements publics et les investissements privés. Là, les sommes dont je viens de vous parler, c'était uniquement des investissements publics. Voilà. Si on regarde les GAFAM, par exemple, en 2018, on peut estimer qu'ils ont dépensé 60 milliards de dollars en intelligence artificielle, ce qui est extraordinairement élevé. Non, je pense que le problème de la France et de l'Europe, c'est qu'ils n'ont pas de politique industrielle. Ils ont une base industrielle et technologique qui est en train de s'effriter, qui est en train de partir petit à petit. Tant qu'on n'aura pas une volonté politique d'orienter toute l'économie, la recherche vers cette politique industrielle et technologique ambitieuse, je pense qu'on ne sera jamais à la hauteur. Et on continuera effectivement d'être une colonie numérique des États-Unis. Et tout cela demande des investissements. Donc peut-être une logique plutôt keynésienne, finalement, qu'une logique néolibérale ou classique, néoclassique. C'est un peu notre problème aujourd'hui. Ça demande des chercheurs, des têtes bien faites, qui ont besoin d'être rémunérés. Oui, qui restent. Voilà, quand vous regardez les niveaux de rémunération des chercheurs, et je parle pour uniquement les chercheurs en sciences dures, en informatique notamment et en ingénierie, ils sont extrêmement faibles comparés à ceux que l'on trouve aux États-Unis ou même en Chine. Donc, évidemment, il y a une fuite des cerveaux qui existe, qui va s'accélérer parce que nos chercheurs sont maltraités. Ils sont véritablement maltraités, et donc nous avons à la fois un discours qui est optimiste, qui nous dit que nous allons y arriver, que nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir rivaliser, devenir une puissance européenne autonome. Or, on ne fait rien pour que cela soit possible.
Ensuite, pour terminer sur votre question, l'intelligence artificielle heureuse. Heureuse, oui, comme la mondialisation heureuse. Comme la mondialisation heureuse, effectivement. Oui, je crois qu'elle est possible. Il y a plusieurs scénarios envisageables. Il y en a un qui me plaît particulièrement bien, que j'appelle une société politique de loisirs, où j'imagine que si nous allons effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vers une automatisation accélérée et totale, ou pratiquement totale des emplois dans le monde, on peut imaginer un scénario à l'athénienne, disons, ou peut-être qu'en fait on peut aller vers un renforcement de la démocratie, où, vous savez, la démocratie athénienne fonctionnait parce que ceux qui travaillaient étaient des esclaves. Donc c'était un système esclavagiste qui a permis la démocratie. Là, on peut imaginer que on retrouve un petit peu ce modèle où les esclaves seraient remplacés par des machines, où les êtres humains finalement auraient le temps de participer aux activités politiques de la cité et où les gains de productivité dégagés par ces robots seraient distribués à la population et donc qui pourraient s'adonner à la culture, aux choses de l'esprit, enfin des choses un peu moins aliénantes que ce que notre monde nous offre aujourd'hui. Donc tous les futurs restent possibles. Bien, Charles Thibault, nous arrivons au terme de cet entretien et je voudrais vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer et pour les éclairages que vous nous avez donnés sur l'intelligence artificielle, sa nature, sa portée, ses conséquences géopolitiques, stratégiques et voire même ses conséquences civilisationnelles. Merci Charles Thibault. Merci à vous.